Eh ben, c'est bon, je pense qu'on peut démarrer. Donc, comme je l'ai dit, le replay sera disponible à la fin de la présentation et on va le mettre sur notre chaîne YouTube également. Merci à toutes et à tous d'être venus du coup pour ce nouveau webinar PackMind. Aujourd'hui, on va parler de l'IA, qui est un petit peu le sujet en vogue du moment. Évidemment, vous n'avez pas pu le rater, mais on va en parler sur un angle un peu différent de ce qu'on voit d'habitude, où on a souvent des présentations de GitHub Copilot ou de ChatGPT, ou de tout ce qu'on peut faire avec l'IA. Là, on va prendre un peu de recul pour regarder surtout quels seront aussi les risques que va apporter justement l'IA dans le métier autour du métier de développement, développeur, développeuse, et comment est-ce qu'on peut travailler vraiment en synergie avec l'IA et l'intelligence humaine, donc l'intelligence collective des équipes, pour vraiment bénéficier du maximum de toutes les capacités justement de l'IA et pas passer complètement à côté de certains sujets ou même devenir contre-productif sur certains éléments. Alors, pour reprendre un petit peu la timeline et repartir d'un moment qui date d'il y a déjà un petit moment, donc en 72, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a eu des évolutions dans le monde du développement logiciel qui ont eu lieu pratiquement tous les ans, toutes les 10 ans, 20 ans. On a le C qui est arrivé en 72. Donc, en fait, au début, on partait d'un niveau d'abstraction qui est très, très faible, où on était sur du code type assembleur, etc. Petit à petit, on a rehaussé les niveaux d'abstraction. On est passé sur des langages comme le C, après comme des langages comme du Java, etc. En fait, on essaye de simplifier la vie dans le monde du développement en rehaussant les couches d'abstraction. On a des systèmes de package manager qui sont arrivés comme RPM en 95, où pareil, on va encore plus s'abstraire, on va utiliser des packages, les réutiliser. Et ça n'a pas changé radicalement notre métier de développeur, mais ça nous a vraiment simplifié la vie. Et tout ça, c'est des évolutions qui nous ont permis de faciliter notre travail au quotidien. Tout ce qui est test automatisé également, 97 JUnit qui arrive et qui nous facilite la vie sur la partie test automatisé. La question de est-ce que depuis qu'il y a JUnit, les QA et les testeurs ont disparu, vous le voyez en 2024, non, ce n'est absolument pas le cas. Donc, c'est des révolutions qui nous permettent d'aller plus vite et d'être plus efficaces, mais qui ne remplacent pas les métiers justement qui sont liés à tout ça. Les IDE sont arrivés après à partir de 2001 avec Eclipse et toute la suite JetBrains, etc. qui est arrivée. Donc, c'est pareil, c'est des choses qui nous ont aidés dans notre travail. Le low-code est arrivé en 2010 et tout le monde s'est dit, ça y est, c'est la fin du métier des développeurs et développeuses. On va arrêter de coder et on va utiliser que des solutions low-code et no-code. Je pense que je ne me plante pas en disant que c'est absolument pas le cas aujourd'hui, même s'il y a des super solutions low-code, no-code. On voit bien que dès qu'on rentre dans des complexités plus importantes, en fait, ça ne va pas remplacer notre métier. Et c'est la même chose un petit peu avec Copilot et ChatGPT qui sont arrivés en 2022, où on se dit, bah, tiens, c'est une nouvelle révolution, ça va remplacer les développeurs, ça va remplacer les testeurs. Évidemment, on voit bien aujourd'hui que ce n'est pas le cas du tout. Par contre, ça va nous aider sur toute la chaîne, sur plein d'éléments. Ce n'est pas juste comme JUnit, quelque chose qui va nous aider dans un cas spécifique sur les tests. Ça va nous aider sur justement l'écriture de scénarios de test, sur l'écriture du code, sur la performance, sur la sécurité, etc. Ça va nous aider un petit peu partout. La question, c'est de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont trop optimistes sur l'IA et qui se disent, bah, l'IA va remplacer notre métier de développeur, développeuse, ou à l'inverse, est-ce qu'il y a des gens qui seraient trop sceptiques, qui se diraient, bah, en fait, j'ai testé ChatGPT, ça m'a sorti des mauvais résultats et du coup, je ne peux pas l'utiliser, ou alors j'ai testé Copilot et c'était pas vraiment terrible en termes de productivité, j'ai pas gagné, donc je l'utiliserai plus jamais, ou je pense que c'est quelque chose qui sera plus utile. Alors, il faut vraiment se dire déjà que l'IA, c'est pas comme la blockchain ou c'est pas un élément de hype qui risque de disparaître rapidement. C'est un peu comme quand Internet est arrivé ou quand les téléphones mobiles sont arrivés, où il y a certaines personnes qui commençaient à dire non, jamais j'achèterai un mobile ou non, jamais j'irai sur Internet. Puis on voit bien aujourd'hui qu'on peut juste pas y couper. L'IA, ce sera sûrement la même chose. Et il y a plein de personnes qui disent justement que on ne pourra pas y couper. Il y en aura partout. Il y en a déjà partout, alors qu'on est juste à l'émergence des cas d'usage qu'on peut trouver autour de ça. Par contre, effectivement, il y a des gens qui sont encore trop optimistes, qui se disent bah, ça va nous remplacer, on n'a plus besoin de rien faire. Si on gagne en productivité, on va pouvoir engager moins de développeurs et développeuses dans les équipes, etc. Et là, effectivement, il faut trouver l'entre-deux dans lequel on doit se positionner. Pour me présenter, donc moi je suis Arthur Magne, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis CPO et cofondateur de PackMind. Ça fait un peu plus de 8 ans maintenant qu'on a créé l'entreprise, ça vient du laboratoire de recherche en informatique de Bordeaux.
et on travaille autour des sujets justement du partage de connaissances dans des équipes, de la montée en compétences techniques des équipes de développement et comment faire pour partager des informations sur des bonnes pratiques de développement dans les équipes. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est très lié justement au fonctionnement même de l'IA. Et aujourd'hui, on utilise beaucoup d'IA de notre côté et on travaille avec des contextes qui utilisent aussi d'IA. Donc l'objectif de ce webinaire aujourd'hui, c'est de vous montrer aussi des retours d'expérience qu'on a vus des différentes entreprises sur l'utilisation d'IA et quelles sont les limites et comment est-ce qu'on peut faire pour bien s'en servir. La première question, c'est qui est le pilote? Quand on utilise GitHub Copilot, c'est pas pour rien que ça s'appelle Copilot, que c'est pas GitHub Pilot. L'objectif, c'est toujours de se dire, c'est l'être humain qui va aujourd'hui être capable de comprendre le contexte et de savoir ce qu'il ou elle est en train de faire. Et l'IA vient nous aider, vient nous assister justement dans les différentes tâches. Pourquoi est-ce que l'IA ne pourrait pas être du coup le pilote total et nous, on pourrait juste remplacer en fait l'IA et l'assister dans ces tâches-là? L'idée, c'est de comprendre déjà comment est-ce que l'IA fonctionne. Une IA, donc déjà, on n'a pas d'intelligence, c'est pas une intelligence omnisciente qui vient et qui est capable de tout comprendre, etc. Quand on parle d'IA, hein, aujourd'hui, on est sur des LLM, des systèmes qui absorbent de la donnée et qui, à partir de tokens en entrée, vont générer aléatoirement des tokens en sortie, mais c'est pas quelque chose qui va être totalement aléatoire, ça va dépendre de probabilités. Donc on lui donne une phrase en entier et ensuite il va nous générer des tokens qui sont des caractères et des mots qui correspondent à la plus forte probabilité de réponse qu'on devrait avoir. Et tout ça basé sur toutes les données que ce LLM va avoir en entrée. Donc pour ça, le LLM va absorber toutes les données disponibles sur Internet, par exemple, tout ce qu'il y a sur GitHub, etc., pour GitHub Copilot. Donc on va regarder tout ce qui existe. Premier problème que ça entraîne, c'est qu'on absorbe des données qui sont dans le passé. Évidemment, on ne peut pas prédire l'avenir et l'IA ne peut pas le faire. Donc, on va regarder toutes les données existantes, des données qui peuvent être d'ailleurs plus ou moins vieilles. Et donc, on a des systèmes, on a des applications sur GitHub, etc., qui sont très très vieilles, qui suivent des anciennes pratiques, qui travaillent avec des librairies, par exemple, qui ne sont plus du tout maintenues, etc. Et pour autant, l'IA, elle apprend de toutes ces données. Donc, ce qui amène pas mal de problèmes, notamment, on a le problème des biais qui vont arriver de plus en plus. Par exemple, ça c'est un exemple avec une IA qui était utilisée chez Amazon, qui s'entraînait justement pour faire du recrutement. Ce qui se passait, c'est qu'il recrutait beaucoup plus d'hommes que de femmes à l'époque, et donc l'IA, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a recruté beaucoup plus d'hommes que de femmes. Donc tous ces biais, ils vont être augmentés. Donc typiquement, si jamais vous êtes sur une application où il y a beaucoup de failles de sécurité, l'IA, elle va continuer à rajouter du code qui ressemble à ce que vous avez dans le legacy. Donc, elle va rajouter des failles de sécurité un petit peu partout. Donc, évidemment, l'IA ne peut pas corriger facilement tous ces biais. Il va falloir l'aider justement là-dessus. Il va falloir lui dire quelles sont les pratiques à suivre justement pour être capable d'avoir des choses qui sont vraiment pertinentes. Ce qui se passe quand on absorbe des données qui sont, quand on parle de développement du code legacy ou de la dette technique, c'est que l'IA ne peut pas faire la différence entre un code vraiment qui est bon, un code qui est mauvais, un code qui est compréhensible par toute équipe, un code qui n'est pas compréhensible. Et tout ça, ça dépend du contexte aussi d'équipe. Est-ce qu'on est avec une équipe de personnes plutôt juniors, plutôt seniors? Est-ce que c'est des gens qui connaissent très bien React ou alors qui découvrent en fait React mais qui étaient des très bons développeurs Java, etc. Donc l'IA va avoir tendance à nous générer du code et des choses en fait qui correspondent tout simplement à ce qu'elle a déjà vu. Elle n'est pas capable d'avoir la conscience de se dire est-ce que ça, dans ce contexte, c'est la bonne manière de faire ou pas. Et c'est là où intervient l'intelligence humaine. C'est que nous, on doit être capable de faire la différence entre deux manières de faire qui ont peut-être le même résultat final, mais une manière qui sera la bonne, une manière qui sera la mauvaise. Qu'est-ce qui se passe en fait? De notre point de vue, on doit être capable, quand on arrive sur un projet, d'avoir accès au maximum de contexte disponible. Quand on parle du contexte, ça va être où est-ce que l'application va être déployée. Cette application, elle est là pour répondre à quel problème? Qui sont nos utilisateurs? Est-ce qu'on a des contraintes réglementaires, du RGPD, des choses comme ça? Est-ce qu'on a des contraintes de sécurité? Quelle est l'équipe avec laquelle on travaille? Quel est son niveau d'expertise, etc. Et en fonction de tout ça, on doit être capable, en tant qu'être humain, de se dire j'ai le choix entre plein de possibilités d'implémentation et je vais choisir la meilleure manière de faire pour que justement ça reflète bien ce qu'on doit être en train de faire dans le projet. Le problème de l'IA, quand vous utilisez par exemple ChatGPT, c'est que vous lui envoyez un prompt
qui est constitué en général d'une phrase, une ou plusieurs phrases. Donc son contexte, c'est cette phrase d'entrée. C'est comme si vous arriviez sur un projet et le client vous disiez bah, il faut que tu me développes une application qui gère des to-do list. Vous dites d'accord, mais c'est pourquoi? C'est pour du mobile ou pas? Ça va être qui les utilisateurs? C'est quoi le design, la charte graphique qu'on doit avoir, etc. Donc en fait, tout ce contexte, l'IA ne peut pas l'avoir. C'est hyper compliqué justement de lui donner tout ça. Donc de plus en plus, on a des solutions qui vont essayer d'absorber la documentation interne des entreprises, par exemple Notion, Confluence, etc., qui vont regarder la code base de l'entreprise pour essayer de se constituer un contexte. Le problème de ça, c'est que si on commence à se dire que l'IA va pouvoir nous remplacer, entre guillemets, et va pouvoir générer du code de qualité sur les différents problèmes qu'on est en train de résoudre, si on commence à trop lui donner confiance, si on a trop confiance justement dans ce que va permettre de faire l'IA, bah là, on peut avoir un vrai risque. On va avoir un vrai risque parce que on va perdre de contrôle sur le code. Donc, en fait, le code ownership de l'équipe bah, va se réduire. Donc, en fait, on va être moins capable de comprendre justement ce qu'on est en train de faire. C'est l'IA qui elle-même va prendre des décisions. Et là, il peut y avoir un risque. Donc, ici, dans l'image, on présente un enfant qui est en train de travailler sur une machine complexe. L'idée, c'est pas de dire c'est les développeurs et développeuses juniors qui vont poser des problèmes quand on va utiliser l'IA. C'est pas le cas du tout. Et ce qu'on a pu voir d'ailleurs des différents contextes et des différentes entreprises avec lesquelles on travaille, c'est que ça n'a pas de lien avec la seniorité. Il faut juste avoir un regard très critique sur le code qui est produit. Il faut être complètement capable de comprendre ce qu'on est en train de faire, pour quelle problématique on est en train de coder quelque chose, et donc d'avoir ce regard critique et d'être capable de comprendre ce qu'on est en train de faire. Donc ça peut être des gens juniors ou seniors, évidemment, il faut juste avoir cette compréhension du problème. Si on regarde quelques études justement qui travaillent sur la qualité du code qui a été réalisée notamment par l'IA. Donc là, il y a une étude qui a été faite par Visual Studio, une recherche sur Copilot, où ils ont regardé un petit peu la qualité du code qui avait été produite avant 2021, donc avant que Copilot et tous ces outils d'IA n'arrivent. Et ils ont regardé en même temps la qualité du code après qui a été produit après 2021 et donc par des projets qui utilisaient Copilot. Et ce qu'ils ont indiqué, c'est que il y a un gros pourcentage de code qui a été ajouté après 2021 qui ressemble à du code qui est copié-collé. Et donc, on a l'impression qu'il y a de plus en plus justement de mouvements de code, d'ailleurs, ce n'est pas une impression, qui est déplacé, supprimé, etc. Donc, en fait, on va juste faire du copier-coller et déplacer des morceaux de code un petit peu dans le projet. Pourquoi? Parce que l'IA, elle a tout simplement tendance à répéter ce qu'elle a vu. Donc, elle a vu un morceau de code quelque part qui répond à une problématique, commence à taper quelque chose, puis elle nous recolle le même morceau de code. Donc après, on va peut-être faire des petites modifications, mais on va se retrouver avec beaucoup peut-être de duplication de code, par exemple, dans le projet. Et ce qu'ils indiquent, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils disent que ça ressemble à du code produit par ce qu'ils appellent un contributeur itinérant. Ça voudrait dire, par exemple, quelqu'un qui est prestataire, qui arrive sur le projet, qui n'a pas le contexte, qui ne connaît pas les pratiques de l'équipe, et qui va juste faire ce qu'on lui dit de faire, c'est-à-dire génère tel test pour telle partie d'application, etc. Donc l'IA, elle se comporte un petit peu comme ça. Il faut la voir comme quelqu'un qui arrive, qui n'a aucune idée du contexte, de nos pratiques, etc., et qui va essayer de produire du code sur notre projet. Et évidemment, ça peut nous aider, mais comme vous le comprenez, il y a beaucoup de risques à faire ça. La question, du coup, donc, ce que dit l'article, c'est cette question pour 2024 qu'on doit se poser, c'est qui est-ce qui va nettoyer tout ce qui a été produit et qui n'est pas de bonne qualité par la suite? Est-ce que c'est encore l'IA qui va elle-même apprendre et améliorer un petit peu le code qu'elle a produit? Alors ça, c'est pas forcément encore d'actualité, hein, et ce ne sera pas encore le cas sûrement pendant un petit moment. Donc c'est nous, en tant qu'êtres humains, en tant que développeurs, développeuses, qui devons passer derrière et qui devons vérifier la qualité de tout ce qui a été produit et qui devons aussi faire des améliorations qui vont bien. Donc on ne doit pas juste laisser l'IA produire des choses, produire du code, produire des applications. Il faut pouvoir les maîtriser. Évidemment, à partir du moment où on parle d'applications qui sont assez complexes. Si l'objectif, c'est d'avoir un MVP, une to-do list ou une application ultra simple, évidemment, là, l'IA peut être super intéressante, ça va aller plus vite et puis après, on pourra jeter l'application une fois qu'elle sera terminée. Évidemment, dans la plupart des contextes dans lesquels on travaille, dans notre métier, c'est des applications beaucoup plus complexes qui ont déjà beaucoup de legacy. Donc, il y a plein de trade-offs à faire, il y a plein de problématiques en plus, il y a beaucoup de contextes à emmagasiner.
Donc, c'est pas possible que l'IA elle-même soit capable de tout faire, évidemment, toute seule. Pourtant, si on regarde les études qui sont faites par GitHub Copilot, par exemple, ben, on se rend compte que les développeurs et développeuses qui utilisent ces solutions se trouvent beaucoup plus productifs. 88% des personnes disent depuis que j'utilise Copilot, je suis plus productif. Intéressant aussi, on a plus de ce qu'ils appellent satisfaction and well-being. Donc, on est plus heureux quand on utilise Copilot. Donc, ça, c'est super important. C'est tout ce qui est lié à la developer experience. Donc là, on n'est pas sur. On est aussi lié à la productivité, mais on n'est pas que sur la productivité. On est sur la developer experience, sur quelle est notre expérience en tant que développeur, justement, sur un projet, un contexte. Donc, ça, c'est super important. Mais si on regarde ces chiffres, on a l'impression que on va être beaucoup plus rapide quand on va utiliser Copilot. Donc peut-être qu'une équipe de 5 développeurs va se transformer en une équipe de 3 développeurs et on ira aussi vite. Donc, si on regarde en plus d'autres études qui sont faites par GitHub, on voit ces chiffres qui apparaissent et qui nous disent les développeurs qui ont utilisé GitHub Copilot ont complété des tâches de manière 55% plus vite que des personnes qui n'utilisaient pas Copilot. Donc là, on se dit, est-ce que ça veut dire qu'on va 2 fois plus vite? Quand on fait une tâche, si on regarde ces chiffres, en fait, on a l'impression que on utilise Copilot, on va 2 fois plus vite pour compléter une tâche. Bah, super, en fait, on peut diviser les équipes par 2 et puis on paye Copilot 30 € par mois par développeur et c'est ultra intéressant. Et il faut faire vraiment attention avec ces chiffres et il faut regarder des études un peu plus larges, justement, que ce qu'on peut trouver là-dessus. Donc, notamment, il y a des études qui sont faites par le DORA, le laboratoire de recherche qui a été racheté par Google, qui produisent donc le rapport Accelerate chaque année. Ça, je vous invite à aller le voir, évidemment, si vous ne connaissez pas encore. Donc, c'est les DORA Metrics, etc., qui sont liés à tout ça, des choses dont on a beaucoup entendu parler. Et dans ce rapport, sur 2023, ils ont fait une analyse sur l'utilisation justement de l'IA, donc de GitHub Copilot et des capacités de l'IA en termes de développement. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont séparé l'analyse sur l'analyse individuelle, donc vraiment qu'est-ce que ça a apporté pour chaque personne en termes d'individu, et l'analyse collective et d'organisation sur est-ce que ça a aidé l'équipe ou l'organisation à être plus productive. Donc au niveau individuel, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que ça a un effet sur l'expérience développeur. Parce qu'on a on a une minor decrease sur l'aspect burn-out. Donc on a moins de burn-out, donc ça c'est cool. On a aussi une amélioration de la satisfaction dans notre travail, donc ça c'est pareil, c'est développeur experience. Et on a une minor increase sur la productivité. Là, on ne nous parle plus forcément de grosses améliorations de 55%, etc. On nous dit, on a l'air d'être un peu plus productif. OK, donc ça, c'est une amélioration locale. Maintenant, au niveau global, c'est-à-dire ce qui est important, c'est l'organisation et l'équipe. Quand on regarde de la même manière les capacités d'IA, on voit que ça n'a pas d'effet sur la performance de l'équipe. Il n'y a pas d'effet démontré. Sur la partie performance organisationnelle, on voit qu'il y a une minor increase. Par contre, effet sur le software delivery performance, minor decrease. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être que l'IA va nous permettre individuellement de produire plus de code plus rapidement. Par contre, ce code, on va moins le comprendre. On va être moins capable de justifier pourquoi on a fait ce choix ou pas. Et donc, les revues de code, par exemple, vont durer plus longtemps. On aura plus d'allers-retours. On va devoir nous-mêmes chercher, oui, alors, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? C'est comme si j'avais copié-collé quelque chose sur Stack Overflow. En fait, là, c'est l'IA qui l'a généré. Donc, le temps de comprendre un petit peu comment ça va se passer. On voit bien qu'individuellement, on peut aller plus vite, mais il y a un vrai problème sur est-ce que dans l'équipe, vraiment, on va être efficace quand on va travailler sur ça tous ensemble. Et le plus important, c'est l'effet sur la performance opérationnelle de l'équipe. On a un substantial decrease. Donc là, on peut se dire, OK, est-ce que si tout le monde utilise de l'IA, en fait, on va pas avoir l'impression que localement, on s'améliore, mais globalement, en fait, on a un effet qui est néfaste pour l'entreprise. Évidemment, globalement, ce n'est pas forcément le cas. Mais ça montre bien qu'il faut faire attention avec ces chiffres quand on parle de 55% de productivité en plus. Et il faut qu'on travaille sur qu'est-ce qui est le plus efficace pour l'organisation entière. Donc, si on reprend ces chiffres et qu'on fait un petit calcul nous-mêmes, on regarde sur justement le blog de GitHub, il montre bien que en moyenne, les équipes de développement, et donc les développeurs et développeuses dans les équipes, passent 32% de leur temps à écrire du code. Donc le reste du temps, c'est faire autre chose, donner du feedback, etc. Donc 32% du temps à écrire du code. Maintenant, si on fait un calcul assez rapide,
on peut regarder ce qui se passe en fait sur le gain de productivité. Donc si on part du scénario très optimiste où on passe 40% de notre temps à écrire du code, si on regarde dans cette écriture de code le pourcentage de temps où GitHub Copilot, par exemple, peut nous aider à faire quelque chose, parce qu'évidemment, ce n'est pas toujours le cas, l'IA ne va pas nous aider sur chaque ligne de code qu'on est en train d'écrire. On va dire 60% du temps, l'IA peut nous proposer quelque chose de pertinent, et qu'on reprend ce chiffre de 55% de tâches plus rapides parce qu'on les fait justement avec l'IA, ben, on obtient ce qu'on appelle le cycle time qui est gagné de 13%. Donc là, on passe de 55% à 13%, ce qui est quand même beaucoup plus faible. Et on voit bien que ce cycle time, dans la semaine, il évolue en fonction de la difficulté de la tâche, en fonction de notre état mental, en fonction de ce qu'on est en train de faire, etc. Donc en fait, 13%, c'est pas quelque chose qui est significatif. Vu que ce temps, il varie évidemment, il va falloir vraiment le faire sur la durée avec beaucoup de monde pour qu'on voit vraiment des gains importants. Donc, ça ne dit pas qu'il ne faut pas l'utiliser, au contraire. Hein. Par contre, ça dit bien, attention, vous n'allez pas avoir des gains qui vont être mirobolants tout de suite. Et si on reprend des chiffres, il faut faire attention, on va être sur des chiffres qui, globalement, vont être plus faibles que l'impression que ça nous donne quand on voit 55% du temps gagné. Donc, pour être plus efficace, justement, en équipe et être capable d'avoir une organisation qui est efficace en utilisant de l'IA, donc quand je parle d'IA, ça va être du GitHub Copilot, Copilot Chat, par exemple, ou Codium, et ChatGPT, etc. Donc, vraiment dans le monde du développement aujourd'hui. L'objectif, ça va être de pouvoir guider cette IA au maximum et de ne pas être dépendant de ce que l'IA va nous ressortir comme données, de ce que l'IA va nous pousser comme pratique sur le code, etc. Il faut qu'on soit capable de la guider, cette IA. Et c'est là toute l'importance, en fait, de lui donner des données de qualité en entrée. La qualité d'une IA, il faut bien retenir ça dépend de la qualité de ses données d'entrée. Si elle a des mauvaises données de qualité en entrée, évidemment, elle va être très mauvaise, l'IA. Elle va juste nous sortir n'importe quoi, etc. Par contre, si on l'entraîne bien, avec les bonnes données, ça va être beaucoup plus efficace. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, si on regarde les données qu'on donne à l'IA, comme je l'ai dit, il y a pas mal de solutions qui vont se brancher sur notre Confluence, sur notre Notion, donc nos outils de documentation interne, par exemple, et qui vont regarder toutes les données qu'on a et qui vont nous aider justement à faire de la documentation à la volée, etc., à répondre aux questions des développeurs, développeuses. Là, en fait, il y a vraiment quelque chose qui est problématique, c'est que je ne sais pas si c'est votre cas dans vos entreprises, mais souvent, cette documentation, elle n'est pas à jour. Cette documentation, elle est obsolète. Des choses qu'on a dans les tréfonds de Confluence, on ne sait pas vraiment si c'est des données de qualité ou pas. Et aujourd'hui, tout le monde s'en fout parce que c'est des données qui sont dans Confluence, perdues. De toute façon, personne ne comprend rien à la recherche. Et donc, personne ne va aller chercher ces données-là. Mais maintenant, l'IA, elle est capable d'aller tout récupérer. Et avec une question dans un prompt, vous dites comment est-ce qu'on fait tel composant, etc. L'IA va ressortir des choses qui n'ont pas bougé depuis 3 ans, qui ne sont pas à jour, et va vous les mettre devant les yeux. Donc là, il y a un vrai risque, parce qu'en fait, toutes ces données qu'on lui donne en entrée, si elles ne sont plus à jour et si elles ne sont pas de qualité, elles vont ressortir. Et donc, elles vont impacter la qualité de cette IA, qui va nous ressortir n'importe quoi. Donc, c'est super intéressant et super important de faire ce tri justement dans ces données, d'être capable de lui donner vraiment des données de qualité. Alors, ce qu'on a mis en place, nous, avec Pacman, depuis un moment, ça fait presque 8 ans qu'on travaille sur le sujet, c'est une manière de collecter les bonnes pratiques de développement des équipes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable de savoir en équipe quelles sont les pratiques de développement ou de test ou d'architecture qu'on doit appliquer ou pas. Et ces pratiques, ce qui est important, c'est de comprendre qu'elles évoluent très régulièrement, très rapidement. Il y a un nouveau langage qui sort, un nouveau framework ou quoi que ce soit, une nouvelle lib qu'on intègre, mais évidemment, ça va changer nos pratiques. Il y a quelqu'un qui arrive avec des nouvelles connaissances, mais ça va changer aussi nos pratiques. Donc, le process qu'on a mis en place depuis un moment, c'est ce qui s'appelle des revues de pratiques, c'est-à-dire tout le monde peut capturer des pratiques dans les sprints pendant la semaine. Donc, chaque personne, donc là, on est vraiment sur les êtres humains qui vont capturer des pratiques intéressantes. Et ensuite, on va les valider en équipe. Parce que le tout, c'est pas juste de dire, tiens, ça, c'est intéressant, on va devoir tous l'appliquer. C'est une fois qu'on l'a capturé, de le challenger en équipe avec tous les autres développeurs et développeuses pour savoir justement si c'est vraiment la bonne pratique ou pas, ou s'il n'y a pas justement une meilleure manière de faire. Et ce qui est intéressant, c'est que l'IA va pouvoir nous aider dans ce process qu'on a mis en place manuellement depuis des années avec pas mal d'entreprises. En fait, l'IA va pouvoir capturer des pratiques aussi toute seule, automatiquement, et va surtout nous aider à les diffuser à l'ensemble de l'équipe.
Donc là, on va pouvoir vraiment bénéficier de ce que l'IA va pouvoir nous apporter, c'est-à-dire cette diffusion qui aujourd'hui est faite surtout par les tech leads et les responsables techniques dans les revues de code, etc., qui est très chronophage, qui est très lourde à mettre en place. Ben, l'IA va nous aider justement à faire ça. Comment ça se passe? Imaginons, je suis développeur dans un projet, je suis en train de travailler, il y a un bug qui a été remonté sur une application. Et quand je passe dans le code, je me rends compte que le bug vient de cette fonction-là. Get file sorted by date. Donc, elle me dit que c'est juste pour récupérer des fichiers qui sont triés par date. Et je vois que cette fonction, elle récupère les fichiers, elle les trie. Et ensuite, elle fait quelque chose qui n'est pas dans le nom de la fonction. Elle est en train d'enregistrer le nouvel ordre des fichiers dans la base de données. Donc là, je me rends compte que le bug, il vient de cette ligne, en fait. Il vient de cet appel-là qui ne devrait pas être là, tout simplement parce que la méthode, elle ne décrit pas ce nom-là. Donc là, ce que je peux faire, évidemment, ça va être fixer le bug, mais surtout, ce bug-là, il a apparu à partir d'une mauvaise pratique qui a été mise en place dans l'équipe. Donc là, j'ai juste à sélectionner ce morceau de code, faire un clic droit, et avec Pacmine, donc c'est un plugin IDE qu'on a créé, je vais pouvoir identifier une pratique. Donc cette pratique, je vais l'envoyer dans mon équipe. Pour l'instant, elle ne va pas être encore validée. Et je vais l'appeler function name should describe side effect. Donc le nom des méthodes, ça devrait décrire des side effects. Là, c'est pour ça que le bug est arrivé. Je vais dire, est-ce que là, c'est un exemple de code qui est négatif ou positif? Dans mon cas, ici, c'est un exemple négatif. Et là, je peux corriger le code. En fait, je vais l'appeler get and update file sorted by date. Et ça, c'est un truc qui est super important parce que si cette pratique-là, elle n'est pas partagée à l'ensemble de l'équipe et aux nouveaux arrivants plus tard, je sais que ce bug-là, il va revenir 50 fois par an. C'est sûr. Parce que c'est le genre de truc en plus qui arrive tout le temps où on a des méthodes qui ont des effets de bord, qui font des grosses bêtises. Et évidemment, ça peut poser problème pour le projet. Donc là, je la remonte, cette pratique. Et l'idée, c'est qu'à la fin du sprint, on se réunisse avec toute mon équipe, je partage cette pratique et on la valide ensemble. Mais maintenant, l'IA, ce qui va être intéressant, c'est qu'elle va participer à cette contribution justement dans la capture des pratiques. Aujourd'hui, ce qu'elle va faire, c'est qu'on a juste à se brancher à notre repo de code, à GitHub, GitLab, Bitbucket ou Azure. Et derrière, on a l'IA qui va automatiquement nous proposer des nouvelles pratiques sur le code qui a été poussé récemment. Par exemple, ici, si je prends une pratique qui est apparue aujourd'hui, on a cette pratique qui a été remontée entièrement par l'IA, Minimize Testing Multiple Method in a Single Test Case. Elle nous explique ici qu'on a un scénario de test, it should return a user, etc. Et elle nous dit, ce scénario de test, en fait, il teste plusieurs appels de méthode, plusieurs choses. Et donc là, il y a un souci parce que le test a plusieurs raisons d'échouer. Donc ce qui est bien, c'est que l'IA, elle m'a créé cette pratique avec son nom, avec sa description, avec même des liens vers Stack Overflow ici, par exemple, donc vers de la documentation, etc. Elle met des catégories à cette pratique. Et donc là, en tant que tech lead, je peux dire, OK, ça c'est intéressant, merci, je vais pouvoir l'ajouter à la prochaine review. Donc ça ne veut pas dire que cette pratique, elle va être validée automatiquement, ça veut dire que je vais l'ajouter à la prochaine review pour qu'on la valide en équipe. Et ce qui est intéressant, c'est que l'IA peut aussi remonter des questions sur le code. Par exemple, ici, ce n'est pas une pratique que l'IA a remontée, c'est juste une question. Elle est en train de nous dire, ici, on fait un appel à l'API de Bitbucket dans ce code-là, et elle nous dit, attention, est-ce qu'on ne devrait pas mettre ce qu'on appelle des rate limits, etc. Parce que il y a, ou mettre en place des stratégies de back-off, etc. Parce que là, il y a visiblement des risques, en fait, à faire juste l'appel en partant du principe que tout va bien se passer. Donc là, elle nous pose une question sur le code, une question qui est ici super pertinente. Et donc là, en tant que tech lead, je peux aussi dire, OK, mais ça, je le rajoute à la prochaine review, comme ça, on va en discuter ensemble. Donc en fait, l'IA, elle va nous accompagner ici. Donc c'est pas elle qui va tout faire, hein, évidemment, mais on va pouvoir valider ces pratiques que des êtres humains ont proposées, comme la mienne, là, function name should describe side effect. Ça, on peut la valider en équipe si tout le monde est d'accord. Mais on va aussi avoir des pratiques maintenant qui vont être remontées par l'IA. Par exemple, ici, une pratique qui a été remontée qui est Take advantage of error handling for input validation. Et là, elle nous explique, en plus, elle décrit mieux l'IA en général les pratiques que nous, c'est-à-dire qu'elle arrive à bien décrire les choses, à avoir toujours la même sémantique, le même template de description, etc. Et donc là, elle va nous dire, attention, il y a peut-être quelque chose à faire ici. Donc là, en équipe, on est capable de valider ou pas cette pratique. Et c'est ce qu'on a mis en place aujourd'hui dans pas mal d'entreprises, où il y a un mix entre de l'expertise humaine qui vient capturer des pratiques et l'IA également. Maintenant, ce qui est intéressant, ce qui est même super intéressant, c'est une fois que la pratique est validée, donc cette pratique-là, je ne sais pas si vous la comprenez bien, mais elle est liée au nommage de la méthode et au contexte de la méthode qu'il y a derrière.
Ça, c'est quelque chose qui est impossible de détecter avec un linter aujourd'hui ou avec notre IDE. On n'a pas un outil comme Sonar ou quelque chose comme ça qui va nous dire attention, automatiquement, le bit ne passe pas, etc. Par contre, avec de l'IA, dès que la pratique est validée, basé sur le nom de la pratique, sa description et les exemples de code, bah ici on voit, donc j'ai ouvert un autre fichier, là on a deux fichiers où il y a la problématique, mais maintenant on l'a corrigé. Et ici j'ai un autre fichier, donc avec une méthode complètement différente qui ne fait pas du tout pareil. Et ici la méthode s'appelle compute transaction total. Donc elle est censée calculer le total en fait de la transaction. Elle récupère la transaction, elle calcule le total, elle me l'envoie. Sauf que entre temps, ligne 54, elle enregistre en fait le calcul ici dans le total des transactions du compte en question. Donc là, typiquement, elle a un side effect qui n'est pas du tout décrit dans le nom de la méthode qui s'appelle compute transaction total. Et donc là, c'est la même pratique qu'on avait vue précédemment. Et donc ce que vous voyez peut-être ici, c'est que ligne 50, j'ai Pacmine, donc l'IA qui est derrière, qui est OpenAI qu'on utilise ici dans ce cas-là, qui m'a identifié que sur la ligne 50, j'ai 7 pratiques qui apparaissent. Function name should describe side effect. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne me dit pas juste attention, là, il y a cette pratique qui est détectée. En fait, elle va nous décrire comment on peut le fixer et pourquoi ça pose problème. Alors là, c'est écrit tout petit, donc je vais vous le dire, mais elle est en train de nous dire The name compute transaction total does not indicate that it performs the save operation. Donc ça n'indique pas le nom qu'il y a une opération de save qui est faite, which is the side effect. To fix it, consider renaming the function to reflect its side effect, such as compute and save transaction total. Donc là, en fait, l'IA, ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'a pas juste un côté qualité de nous dire c'est pas bien, elle a un côté pédagogique où elle va nous dire voilà pourquoi c'est pas bien et voilà ce qu'il faudrait faire pour corriger ça. Donc là, mettre and save transaction total pour fixer ça. Et ce qui est important de comprendre, c'est que l'IA n'est pas déterministe. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas s'en servir dans une CI, par exemple, pour bloquer des failles de sécurité ou des choses comme ça qui pourraient apparaître. Pourquoi? Parce qu'on va avoir des faux négatifs. On va peut-être avoir des faux positifs, comme Sonar, c'est souvent le cas, on a beaucoup de faux positifs. Par contre, normalement, avec Sonar, on n'a pas de faux négatifs. Et avec les linters, on n'a pas de faux négatifs. Avec une IA, on a des faux négatifs. C'est-à-dire qu'il y a des fois où la pratique apparaît, mais l'IA l'a pas trouvé. Juste parce que, une fois sur 10, ça va nous répondre à un résultat un peu différent. C'est pas déterministe, une IA. Donc, c'est beaucoup plus dur à tester et il faut s'en servir jusqu'à ce qu'on atteigne ses limites. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'en servir pour bloquer, par exemple, des CI, mais en termes de pédagogie, d'onboarding de nouveaux arrivants, de nouveaux développeurs ou de diffusion de pratiques dans les équipes, là, c'est hyper utile. Et là, c'est super intéressant. Donc, il faut vraiment comprendre quelles sont les limitations aussi de ces IA. Alors, ce qui est intéressant, si on fait un petit résumé justement de tous les feedbacks qu'on a eus et de tout ce qu'on a pu découvrir sur l'utilisation de l'IA, c'est qu'en premier, ce qui est super important, c'est de bien définir nos pratiques de développement, les pratiques de l'équipe, ce qu'on veut voir appliqué dans le code. Et il faut qu'on soit très clair sur ça. S'il y a 5 manières de faire différentes, l'IA, elle va juste prendre la manière qu'elle a le plus vue ou qui est ouverte sur les fichiers actuels, etc. Donc, ça peut être très dangereux. Donc ça, cette définition de nos pratiques et de nos standards, ce qui est marrant, c'est que ça se rapproche beaucoup de tout ce qui est poussé par le mouvement Lean. Si vous connaissez de Lean, là-dedans, en fait, on doit définir des standards d'équipe. Et un standard, ça doit être une manière de comprendre si une pièce a été bien réalisée ou non, une sorte de checklist, en fait. Donc, en fait, dans le Lean, on pousse beaucoup cette notion de standard. C'est central, c'est hyper important dans le Lean. Et là, on y revient, en fait, avec l'IA. Ces standards, c'est ce qu'on doit envoyer en données d'entrée à l'IA. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'il faut absolument garder un regard critique sur ce qui est proposé. On a pu expérimenter en créant des applications uniquement avec de l'IA, en faisant des katas, des refactoring, etc. On a pu voir que c'était ultra performant. Ça permet vraiment d'accélérer notre flow de développement. Donc ça, c'est globalement, il n'y a pas de sujet. Je pense que tout le monde va y passer plus tard et il n'y aura vraiment pas de sujet. Par contre, il faut toujours garder complètement un regard critique sur le code qui a été produit. Pourquoi? Parce que très souvent, on a des petits bugs un peu masqués qui sont apparus, où on a des tests qui sont toujours passants, etc. Donc l'IA aujourd'hui, elle n'est pas encore capable de ne pas faire d'erreur quand tu codes parce qu'elle n'est pas déterministe. Mais ce que je suis en train de dire maintenant, c'est peut-être pas vrai, ça sera peut-être pas vrai dans 1 mois ou dans 2 mois, vu la vitesse à laquelle ça évolue, vu la vitesse à laquelle justement tout ça est en train d'arriver, on se rend compte que peut-être que dans 1 an, l'IA fera plus d'erreurs, etc. Il y aura plein de mécanismes nouveaux qui nous aideront.
Donc, ce sera peut-être plus totalement vrai, mais il faut toujours quand même garder un regard critique et savoir quelle est la bonne manière de faire dans tel contexte, tel contexte. Un autre point qui est assez important, c'est que l'IA aujourd'hui, elle peut nous aider sur plein de use cases différents. Elle peut nous aider à rédiger du code, elle peut nous aider à rédiger du test, par exemple des tests unitaires d'intégration, elle peut nous aider à rédiger des scénarios en Gherkin ou à faire des combinatoires de tests, etc. Elle peut nous aider à écrire des messages de commit. Donc vraiment, on peut utiliser l'IA sur toute la chaîne, sur énormément de choses différentes. Ce qui est important, c'est de savoir où est-ce que vous voulez l'utiliser, cette IA. Parce qu'il y a plusieurs possibilités, en fait. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser partout. Et d'ailleurs, au sein d'une équipe, on peut avoir des personnes qui adorent faire du TDD. Par exemple, c'est mon cas. Quand je code, je fais du TDD et j'ai envie de gérer moi-même quel est le prochain test que je vais écrire, comment je vais le faire passer, etc. et comment je vais le refactorer. Et là, dans ces moments-là, j'ai envie de désactiver l'IA ou Copilot et de faire moi-même. Je vais écrire justement les scénarios de test, etc. Par contre, je déteste écrire des messages de commit et je déteste écrire de la documentation. Et sur ça, l'IA m'aide énormément et évidemment, je vais plutôt m'en servir là. Et il y a d'autres personnes, ça va être très différent, ça va être pour la rédaction d'algorithmes, etc., qui vont vouloir que l'IA les aide parce que c'est quelque chose sur lesquels ils ont de la difficulté. Donc vraiment, il faut savoir que l'IA va être capable de faire énormément de choses et il faut trouver justement les éléments qui vont être les plus efficaces pour vous ou pas. Le dernier point, du coup, c'est de comprendre que cette IA, on voit des entreprises qui nous disent ouais, on n'est pas encore dessus, mais je ne pense pas, il n'y a aucune chance qu'on y arrive, etc. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, c'est comme l'apparition d'Internet, on ne pourra sûrement pas y passer, dans tous les contextes. On a des contextes où on nous dit, mais on a des problématiques de sécurité parce qu'on est une banque, etc. Ça n'a plus de sens de dire ça, parce que maintenant, les modèles LLM, on peut les avoir en interne, donc on peut apprendre sur des données externes et après les avoir en interne. On peut sécuriser tout ça, en fait. Il n'y a pas de souci, il peut y avoir aucun flux réseau qui sort, etc. Donc, dans n'importe quel contexte, on va pouvoir utiliser l'IA et on va pouvoir le lancer d'ailleurs localement, etc. Donc, il y a pas mal de choses justement qui nous permettent de s'assurer que on n'a pas de contraintes de sécurité avec ça. Donc, dans quasiment tous les contextes, en fait, l'IA va pouvoir être applicable. Il y a peut-être des éléments où, sur du code COBOL, par exemple, ou sur du code d'IA de la défense, l'IA pourra moins s'entraîner en amont, donc elle va nous ressortir des résultats qui seront peut-être moins pertinents, moins bons. Donc ça, évidemment, il faut l'avoir en tête. Mais ça va peut-être nous aider sur plein d'autres cas, sur de la rédaction de documents, sur du brainstorm, etc. Donc il faut bien comprendre que dans tous les cas, on va devoir y passer. Et c'est important dès le début de savoir où est-ce que ça peut nous aider le plus et de démarrer par ces points-là. Donc, on ne va pas essayer d'en mettre partout forcément, mais on va essayer de prendre justement les éléments où ça nous intéresse. Et pour finir, j'aime bien reprendre cette petite quote de Ken Beck, que vous connaissez peut-être, qui disait, donc c'était en 2023, hein, c'était il y a à peu près un an maintenant, et il nous a dit, au début, j'étais assez réticent à utiliser ChatGPT, et aujourd'hui, j'ai essayé. Donc, je me suis lancé, j'ai testé ChatGPT, et je me suis rendu compte pourquoi en fait j'étais réticent. Parce que la valeur de 90% de mes skills sont tombés maintenant, valent 0 $. C'est-à-dire que 90% de ce que je faisais, peut-être de la rédaction de code, etc., en fait, maintenant, ça vaut plus rien parce que l'IA est capable de le faire à sa place, rédiger du code, etc. Par contre, les 10% restants de ces skills, qui représentent sûrement son expertise, l'expertise de Ken Beck, par exemple, pour rédiger des tests, pour résoudre des problèmes complexes, etc., ça maintenant, ça vaut 1000 fois plus qu'avant. Pourquoi? Parce que cette expertise que Ken Beck a, il va pouvoir la déployer beaucoup plus vite, avec beaucoup plus de monde, et se servir de l'IA pour la diffuser beaucoup plus rapidement. Donc là, c'est super intéressant parce que ça représente un petit peu ce qu'on montrait avec les pratiques qu'on peut créer avec Pacmind, où certains experts techniques peuvent dire ok, ça c'est une bonne pratique, ça c'est une mauvaise pratique. Ces pratiques, avant, on devait les répéter manuellement, c'est-à-dire on devait aller en revue de code, le faire, le dire à tout le monde, etc. Et en tant que tech lead, on passait notre temps un petit peu à répéter les mêmes choses à tout le monde. Maintenant, avec l'IA, cette expertise qu'on a, donc ces pratiques qu'on a acquis au fur et à mesure des années, on va pouvoir les diffuser beaucoup plus vite. Donc, c'est-à-dire que quand on arrive dans une entreprise avec 100 ou 200 développeurs, on va être capable de les diffuser beaucoup plus rapidement à tout le monde. Donc, en fait, c'est cette valeur qu'on a intrinsèquement chez nous, on va pouvoir la diffuser beaucoup plus largement, très rapidement. Et l'IA nous aide à faire ça. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de donner ces données de qualité, justement, à l'IA en entrée pour qu'elle puisse les répliquer et les diffuser au maximum. Voilà, j'ai terminé. Je ne sais pas s'il y a des questions, mais on peut
reprendre des questions maintenant. Merci à tous et à toutes, en tout cas, pour le fait d'être venus ici aujourd'hui. Si vous avez des questions, bah, du coup, il nous reste du temps pour les questions. Je vois qu'il y a déjà pas mal de messages. Alors, Mehdi, tu dis: «J'ai souvent retrouvé même snippet sur Stack Overflow. Je vois parfois l'UI comme un moyen de chercher plus vite. Le souci il y a surtout des codeurs l'utilisant sans tenir compte du contexte, des contraintes, de la cohérence de son code, de sa compréhension. Il faut clairement sensibiliser les codeurs juniors ou moins juniors, étudiants, etc.» Je suis complètement d'accord. Bah, du coup, c'est exactement ce que je disais, hein, tout à l'heure. D'autant plus avec, quand on parle des étudiants ou des personnes justement qui n'ont pas forcément de connaissances, par exemple sur du React, qui savent pas comment ça marche en background, etc., et qui vont juste appliquer peut-être ce que l'IA va proposer. Là, il y a évidemment un risque. Donc, il faut comprendre justement les contraintes et pourquoi c'est fait comme ça. C'est pour ça que dans les formations de dev, il ne faut pas qu'on bypass les étapes de base de c'est quoi éventuellement du code assembleur, comment ça marche, des pointeurs, enfin, vraiment toute la base de notre métier. C'est important de bien comprendre la base pour pouvoir après se servir de ces choses sans avoir de risque. Johan, tu dis, une autre question aurait pu être pourquoi utiliser Bitbucket? Ouais, effectivement. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à pousser des questions. Et oui, si vous ne connaissez pas Pacmine, évidemment, vous pouvez l'expérimenter très facilement. Hop, en créant un compte directement, gratuitement ici. C'est gratuit jusqu'à 5 utilisateurs. Vous avez accès à l'IA, hop, et à tout ce qui va bien derrière. Donc, si vous voulez tester et expérimenter, n'hésitez pas à tester, à créer des pratiques vous-même et à voir justement si l'IA peut les retrouver et surtout à voir ce que l'IA vous génère sur votre code. Ça, c'est assez intéressant de voir justement ce que l'IA nous remonte. Par exemple, nous, on a des choses sur Avoid Magic String, des choses sur des opérations asynchrones, des dépendances là, qui sont pas forcément utiles, des early return à plusieurs endroits là qui pourraient être faits, etc. Donc là, l'IA, par exemple, nous dit attention, il y a beaucoup de code qui est exécuté, même s'il y a des paramètres qui ne sont pas passés en entrée. Donc ça peut être problématique, par exemple. Donc ça, c'est en fait, l'IA est capable de nous trouver des pratiques à appliquer, mais des fois, c'est même des bugs. Elle est capable de détecter des bugs sur l'application. Là, on peut se dire, OK, bon, on va fixer ce code-là et on va en faire une pratique. Comme ça, à ce moment-là, l'IA elle-même va détecter cette pratique directement sur notre IDE. J'ai des exemples, par exemple, ici dans le JetBrain, où on avait fait un kata, où ici, on a une cellule, enfin, c'est un tableau à double dimension d'une cellule, donc une grille, en fait, tout simplement. Et on n'a pas de type grille, en fait. On continue d'utiliser un tableau à 2 dimensions, quelque chose qui est pas du tout, métier et qui encapsule pas, son comportement. Et ici, l'IA nous remonte exactement ce cas-là. Donc cette pratique qu'on a créée ensemble, on l'a appelée Multidimensional Primitive Obsession. Si vous faites du clean code, vous devez connaître cette règle Primitive Obsession. Et là, ça nous dit, utiliser un tableau à 2 dimensions, cellules, directement dans la méthode, ça pourrait être remplacé par un type custom pour mettre en lumière en fait les responsabilités et encapsuler le comportement métier qu'on a ici. Donc là, c'est intéressant parce que c'est pareil, sur n'importe quel type de règle, l'IA va être capable de nous aider justement et de diffuser ces règles à plus large échelle. Johan, tu dis impressionnant le questionnement automatisé. Ce que je trouve intéressant, c'est que même si au sein d'une équipe, tout le monde n'est pas intéressé par utiliser Copilot ou autre, ça force ce questionnement, comme un coach en réalité. Ah, c'était exactement l'idée qu'on avait, c'était de se dire, on va accompagner des tech leads et des coachs en demandant à quelqu'un qui est objectif, donc le quelqu'un qui est objectif, c'est l'IA, de justement poser des questions sur le code. Donc, on lui demande en fait de se comporter comme un coach technique. Dans le prompt, hein, c'est ça qu'on fait. On lui demande, considère que tu es un coach technique, essaye de regarder le code qui a été poussé et remonte-nous des questions sur le code ou des pratiques directement. Et après, c'est à l'équipe de se dire, OK, c'est intéressant. Donc là, on va ajouter ça à la review, on en discute et éventuellement, on en fait une pratique. Mais oui, c'est le lien entre les deux qui est vraiment important. Et David, tu dis, tu parlais d'utilisation de l'IA sur des TU. Est-ce que tu as essayé avec des frameworks de test auto sur l'IHM? Alors oui, ça marche même très, très bien, sur, Cypress, Selenium, Playwright. En fait, ce qui est pas mal, c'est de lui donner en entrée à l'IA sur ChatGPT, par exemple, les spécifications
de lui demander même de compléter ses spécifications, de faire des combinatoires, etc. Ensuite, on lui demande de générer les cas de test associés ou de générer les scénarios, par exemple en format Gherkin avec du given, when, then, etc. Et une fois qu'il t'a répondu ça, tu lui dis maintenant, automatise ces scénarios avec Cypress ou Playwright, etc. Et en fonction, il va générer le code associé. Et ça marche assez bien sur Cypress, Selenium, etc. parce que c'est du code qui se ressemble souvent, où on va faire des appels, etc. Et là, vraiment, l'IA est très performante. Il y a un outil même qui s'appelle Gravity, qui a été développé en France, qui permet de faire ça, qui permet de générer des tests automatisés avec de l'IA basés sur les comportements des utilisateurs sur l'application. En fait, ça va récupérer les logs de comportement des utilisateurs et en fonction des chemins que l'IA va voir, elle va générer tous les cas de test qui permettent de sécuriser ça. Ce qui marche plutôt très très bien. Il y a une conférence à Berlin justement d'une personne de Southwork là, qui parlait d'IA, qui disait que la partie la moins exploitée encore de l'IA et qui doit avoir le plus de résonance sur la productivité qu'on va avoir, c'est les tests. C'est vraiment la capacité de tester des systèmes, de tester des applications, de faire des combinatoires, de faire tout ce qui est test permutation, etc. Là, l'IA peut être ultra performante et vraiment nous aider. Si jamais on demande à l'IA de refactorer un code et qu'on n'a pas de test derrière, bah c'est la même problématique qu'on a quand vous devez faire un refactoring. Normalement, vous devez commencer par ajouter des tests. Et une fois que tout est bien testé, là, vous pouvez faire de refactoring. Avec l'IA, c'est la même chose en fait. Si vous demandez à une IA de refactorer du code et que vous n'avez pas de test, vous avez droit dans le mur parce qu'il y a une chance sur deux justement qu'il y ait tout qui casse derrière. Hop. Super. Et David, tu dis, ouais, avec quoi j'ai généré des images? Ben, à votre avis, c'est entièrement du DALL-E, donc avec ChatGPT directement. C'est toujours pareil, en fait, en fonction des données d'entrée, on peut demander à DALL-E, génère ici une aquarelle en nuances de bleu qui représente un humain qui est en train de communiquer avec une IA. Ça doit être à peu près ça, le prompt. Et ça nous ressort des choses qui se ressemblent les unes des autres si vous restez sur le même thread. Parce qu'évidemment, l'IA, en fait, a une sorte d'agent en arrière-plan qui permet de continuer une conversation et de garder justement les réponses précédentes en mémoire. Et ça permet justement d'avoir des styles qui sont à peu près cohérents. Et par exemple, par rapport à ce que je disais à la fin, dans mon cas, je déteste réaliser des slides. C'est un truc sur lequel je suis très mauvais. Et donc là, l'IA m'aide beaucoup. J'ai juste à lui donner la vision de ce que je veux voir dans le slide et elle me génère justement ce résultat. Donc là, c'est intéressant. Dans mon cas, c'est une manière que j'ai trouvé justement d'utiliser l'IA. Super. Eh bien, merci tout le monde. Si jamais vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas également hop, à m'écrire. Je vous repartage mon mail. Si vous voulez tester Pacman, du coup, vous êtes libre évidemment de le faire. Si vous êtes dans un contexte d'entreprise où la version cloud, c'est un peu compliqué, n'hésitez pas à me contacter parce qu'il y a aussi la version on-prem qui s'installe directement chez le client. Et pour tout ce qui est utilisation d'IA, ça peut se faire soit sur OpenAI directement par défaut, soit sur des systèmes fermés en interne qui sont en général hébergés sur Azure. Donc, dans plein de contextes de plutôt grosses entreprises comme AXA, Allianz, etc., on voit des LLM qui sortent et qui sont utilisés en interne. Donc, on n'a plus ces contraintes de sécurité justement qui peuvent être problématiques. Donc, ça, c'est intéressant. Merci tout le monde. Bonne journée du coup et à bientôt pour un nouveau webinar Pacmine. Salut.